Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera une brève introduction aux réservations dans Azure. Alors, les réservations dans Azure, c'est un moyen d'acheter des ressources Azure à un prix plus intéressant que le prix standard qui est le prix pay-as-you-go. Cela fait partie des options à utiliser, j'ai envie de dire, absolument à partir du moment où on opère des environnements Azure avec des ressources régulièrement pour de la production. Et ça vient, les réservations d'Azure viennent compléter d'autres vecteurs d'optimisation en termes d'achat, à savoir les Azure Spot ou encore les Azure Savings Plan, dont j'ai parlé dans des vidéos précédentes et vous aurez les liens dans la description de cette vidéo. Vous avez également une playlist au passage FinOps, qui n'est pas réservée que à Azure, qui est illustrée par Azure, mais qui n'est pas réservée qu'à Azure, qui est disponible. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Et donc, pendant les prochaines dizaines de minutes, on va regarder un peu dans le détail ce que sont les réservations Azure, de quoi on parle, pour quel type de ressources, combien ça coûte, quelles sont les règles du jeu, quels sont les outils. Eh bien, on est parti. Alors, première chose déjà, qu'est-ce qu'une réservation? Donc une réservation, c'est un commitment, un engagement. C'est un engagement, en gros, à payer pendant un certain temps, une durée pouvant aller de 1 an à 5 ans, des ressources. En gros, vous vous engagez sur cette durée de vie, en gros, à payer certains types de ressources. On va voir lesquels juste après. Généralement, la plupart des réservations, des commitments sont sur 1 an ou 3 ans. Le 5 ans est une exception. C'est une exception qui est aujourd'hui, à ma connaissance, uniquement réservée à un gabarit de VM très particulier dédié à faire du high performance computing. Mais globalement, retenez que généralement, on est sur 1 an ou 3 ans. Donc on va dire que finalement, cet engagement, ce commitment, il peut être finalement pas forcément très engageant si on pense sur une durée de vie de 1 an, parce que globalement, les projets font que c'est très rare effectivement que on rentre dans un cloud et on s'en désengage dans le mois qui suit. Donc si on a des ressources qui vont tourner pendant un certain temps, généralement, l'engagement, la réservation de 1 an est le minimum vital à faire pour, entre guillemets, ne pas gâcher de l'argent et en jeter. Alors, point important, c'est du use it or use it or lose it. Donc en gros, c'est une fois qu'on a pris l'engagement et qu'on le paye régulièrement, après derrière, entre guillemets, c'est un prépaiement, hein, que vous utilisiez ou pas la ressource, à la limite, le prépaiement il a été fait, hein. Et donc là encore, quand on fait des réservations, c'est pas un acte individuel qui se fait une seule fois, puis après on l'oublie. Après, on doit surveiller qu'effectivement, ce qu'on a réservé est bien utilisé. On va parler de couverture de la réservation. Alors, quelles ressources dans Azure sont réservables? Alors historiquement, quand on parlait de réservation, souvent on partait sur l'acronyme qui était le RI, le Reserve Instance, hein, qui était donc une réservation de capacité pour les machines virtuelles. Désormais, il y a beaucoup, beaucoup plus de ressources. La liste, en fait, est assez longue. En fait, on va voir qu'il y a des services Azure qui sont, sur lesquels on peut faire des réservations. Et on va voir également qu'on peut faire de la réservation sur du software, voire même sur du support. Donc tout ça est intégré directement, entre guillemets, dans les plans d'achat dans Azure. Donc si on parle des services, je vous ai dit effectivement, historiquement, on pense toujours que la réservation en fait est réservée pour les instances de machines virtuelles, donc à l'occurrence ici. En fait, on voit aujourd'hui que la liste des services Azure réservables devient de plus en plus grande. Elle devient de plus en plus grande également parce que nos clients enfin, se déplacent de plus en plus leur workload dans Azure, ils s'engagent sur le temps et donc du coup ils cherchent à optimiser également les coûts des ressources qui sont déployées. La réservation est un bon vecteur effectivement pour optimiser sa facture. Je ne dis pas la réduire, hein, je parle bien de l'optimiser, c'est-à-dire essayer d'avoir le meilleur prix d'achat sur les ressources. Donc qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que on a de la réservation sur les services, alors souvent des services d'infrastructure, mais quelques services managés également l'intègrent. Mais effectivement, récemment, on a eu par exemple le backup. Donc là, quand on va faire une réservation sur le backup, c'est quoi? C'est un engagement en gros sur une capacité, hein. D'accord? Donc là encore, on est sur de l'engagement, comme je le disais, de 1 an ou 3 ans. Et là, ici,
la réservation, on vous le dit bien ici, fournit en fait une certaine volumétrie, par exemple, de capacité de stockage pour ces backups sur la durée de la réservation. Les app services, ça c'est un service PaaS, c'est un des plus vieux d'Azure. Là encore, on a des réservations qui existent. Alors elles ne sont pas pour tout le monde, par exemple. Donc là encore, il faut bien connaître les règles du jeu. Quand on va faire des réservations sur des app services, il va falloir des réservations sur des instances de type, donc des Azure Plans de type Premium V3 ou Isolated V2. Voilà. Ou Isolated Stamp-Free. On a bien entendu les machines virtuelles. Donc là, les machines virtuelles, on va dire que c'est la réservation de base, c'est celle que tout le monde normalement devrait connaître et utiliser, même si ce n'est pas le cas. Il faut juste retenir que quand on fait une réservation d'Azure Compute pour les machines virtuelles, cela ne couvre pas tout. Cela couvre en fait les ressources prises par les machines virtuelles sur les hyperviseurs, à savoir en gros le CPU et la mémoire. Et donc ça ne tient pas compte du stockage, par exemple. Les disques managés, on verra effectivement, sont des choses à réserver à part. Ça ne couvre pas également les machines virtuelles dans certains scénarios packagés de type Azure Batch, HD Insight ou les anciennes VM, qui était donc l'ancienne architecture, qui était l'architecture ASM. euh, Azure Service Model, si je me rappelle bien d'ailleurs, je ne me rappelle plus trop, c'était il y a longtemps, avant 2014. Mais globalement, si vous avez des VM qui tournent dans cet environnement-là, elles ne seront pas couverts par les mécanismes de réservation Azure Compute. On peut réserver dans Azure également des dedicated hosts, donc des hyperviseurs qui vous seront dédiés pour vos VM, et donc vous n'aurez pas des VM qui seront exécutés de manière mutualisée sur des hyperviseurs pour tout le monde. Voilà. Si vous avez de l'AVS, de l'Azure VMware Solution, là encore, eh bien, c'est une bonne chose de faire de la réservation, parce qu'un AVS, si on parle de gros nœuds VMware, ça peut coûter cher, et en général, là encore, quand on met en place ce genre de solution, on se doute que c'est pas fait pour utiliser pendant 15 jours, ou un mois, ou 2 mois. Donc la réservation à minima d'un an est plus que recommandée derrière. Et donc effectivement, ça va couvrir les hosts derrière, et donc permettre de réduire les prix. Au passage, ici, ça couvre la partie software de la partie VMware, bien entendu. Là encore, projets qui sont généralement de durée, les large instances SAP, qui sont donc du matériel, du barebone, bare metal, qui est dans nos data centers spécialisés sur SAP, c'est réservable. Data Factory. Ensuite, on a tous les services de database managés, donc que ce soit database MariaDB, MySQL, Postgre ou SQL et SQL Managed Instance. Là encore, quand on utilise les services de base de données, la plupart du temps, ils vont tourner 24/7 et la plupart du temps. Et donc, ils sont optimisables en termes de prix. Et donc, à minima, il faut penser à une réservation d'une durée de 1 an, voire 3 ans, si effectivement vous avez une projection sur l'usage du service. Toujours dans les services managés, les caches Redis, Synapse, là encore dans les bases de données Cosmos DB, Databricks, Data Explorer, les blobs. Donc les blob storage sont en gros le stockage dans Azure. Là encore, ça c'est réservable. Donc on s'aperçoit qu'on a des tonnes de clients qui ont des grosses volumétries entre guillemets de stockage. Quand on dépasse une certaine quantité, on doit penser à l'optimisation derrière. Alors ça s'appelle ici de la reserve capacity, parce qu'effectivement on réserve, enfin on s'engage sur une capacité à utiliser. Et globalement ici, c'est une capacité que vous allez dispatcher entre vos services de blob et vos services Data Lake Gen 2. Donc là encore, estimer la volumétrie qu'il y a derrière. Je crois que le ticket d'entrée pour ça, voilà. Sur du stockage, par exemple, on va parler d'unités de 100 teraoctets ou de 1 pétaoctet. Et là, voilà, c'est un engagement qui est par mois, là encore, durée de 1 an ou de 3 ans. Azure File, ça va aller avec, c'est pareil, si on utilise du filer massif, l'Azure File peut avoir une certaine volumétrie, et là encore on peut acheter de la capacité. Et puis dernière chose, effectivement, les Azure Managed Disk, qui sont les disques durs qu'on rattache aux machines virtuelles, et qui doivent en général effectivement être réservés également. Alors petite subtilité sur les Managed Disk Azure, on a les réservations que sur 1 an, et donc on n'a pas de réservation derrière sur plus de 3 ans. Donc si à un moment vous choisissez, entre guillemets, de faire des réservations de 3 ans sur des gabarits de machines virtuelles, en général, ces machines virtuelles auront effectivement derrière des disques durs attachés.
Donc, il faudra penser effectivement à renouveler plus souvent les réservations des disques attachés, parce que la VM c'est 1 an, c'est 1 an ou 3 ans, alors que les disques c'est 1 an maximum derrière. Voilà. Donc ça, on a vu ici les différents services Azure qui sont couverts au moment où j'enregistre cette vidéo, hein, donc à savoir, on est fin novembre, début décembre 2022. On a également dans les ressources réservables ce qu'on appelle les Azure Software Plan Discount. Et là, en fait, ça va être intéressant si vous utilisez des solutions, on va dire, euh, commerciales dans le monde Linux principalement. Alors, je ne vais pas compter ici le Azure VMware Solution by CloudSimple, c'était une offre qui existait avant AVS, mais que des clients peuvent encore avoir. Mais effectivement, on avait des discounts là-dessus. Mais par exemple, si on utilise du Red Hat ou du SUSE, il existe des software plans où globalement, effectivement, on va optimiser ses coûts d'achat de Red Hat Enterprise de RHEL directement en achetant par Azure. Et là encore, c'est un engagement qui est fait. Et donc, ça permet de réduire la facture. Donc, ce qu'on va couvrir derrière, effectivement, c'est un ensemble de distributions Red Hat. Et puis, bah, vous allez faire des réservations là-dessus, en fait, tout simplement. Là encore, c'est souvent aligné avec des gabarits de VM que vous allez réserver ou des usages. Donc, par exemple, si vous avez, alors là, ici, on a les SUSE Linux Plan. Hein, si vous choisissez de faire des machines virtuelles SAP, 90% des machines SAP tournent aujourd'hui sur du Linux SUSE. Donc c'est pas déconnant de dire je fais de la réservation pour l'instance SAP, donc là mémoire et CPU. Je réserve également des managed disques et je réserve également la partie software, voilà, de l'operating system. Pour ceux qui utilisent des machines virtuelles ou des appliances virtuelles dans le marketplace d'Azure, il faut savoir également qu'on a des équivalents, en fait, ce qu'on appelle les machine software reservation, qui vont permettre effectivement d'être dans un mode de prépaiement, parce que la réservation reste avant tout un prépaiement, et donc de dire bah, je vais avoir donc des réductions sur ces softwares qui sont dans le marketplace, et donc j'aurai effectivement une économie substantielle versus effectivement le mode de paiement as you go plus traditionnel. Et là encore, effectivement, on est encore sur un engagement derrière. On va acheter des instances, souvent les appliances virtuelles, bah, il y a effectivement des instances managées derrière, mais on va également prépayer la partie software. Donc là, il y a quelques exemples ici qui ont été cités très récemment. Ça, vraiment, cette partie-là est assez nouvelle, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, on parle du volet. La dernière fois qu'il y a eu une mise à jour de l'article, oui, c'était il y a quelques jours, c'était aujourd'hui presque, le 30 novembre 2022, mais les annonces ont été faites, si je ne dis pas de bêtises, à Ignite lors du mois d'octobre, je crois. En termes de support, c'est pareil. Dans Azure, en fait, on peut avoir des réservations pour du support. Donc là, en fait, ça va se relier encore à certains acteurs avec qui on travaille beaucoup, qui sont des partenaires, notamment Red Hat. Et donc sur la partie JBoss, par exemple, on peut effectivement avoir une réservation et dire, ben, le support intégré, je peux le faire sous la forme d'une réservation. Et là encore, je m'engage sur une certaine durée. Donc vous voyez que finalement, historiquement, les réservations de machines virtuelles, les RI, eh bien, ça s'est un peu plus développé. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de services et régulièrement, parce que là, finalement, on a quelques types de réservations pour quelques types de services. On a aujourd'hui à peu près entre 250 et 300 services dans Azure. Il y en a encore plein qui sont optimisés. Alors, sur quel scope, sur quelle étendue on va pouvoir appliquer ce type de réservation? Eh ben, en fait, ça peut s'appliquer une réservation finalement à 4 niveaux. Soit on va le faire au niveau de ce qu'on appelle un management group. Donc je rappelle qu'un management group, c'est une organisation logique qui vous permet de gérer un ensemble d'abonnements Azure de manière entre guillemets plus unifiée, plus industrielle. Et donc, sous un management group, vous allez lister un certain nombre de subscriptions. Donc une réservation, vous pouvez dire, cette réservation que j'ai achetée, tel type de ressources sur lequel je me suis engagé à payer sur 1 an ou 3 ans, je vais l'appliquer. Elle aura pour étendue, entre guillemets, le management group. Et donc les subscriptions qui sont dessous. On peut le faire également au niveau de ce qu'on appelle le shared scope. Donc le shared scope, pour le coup, ce seront toutes les subscriptions qui seront dans le billing context. Donc le billing context, le contexte de facturation, il va dépendre des types d'abonnements que vous avez. Donc ça peut être un abonnement en accord entreprise, auquel cas on parlera d'enrollment. Ça peut être du Microsoft Customer Agreement, du MCA,
Et là, dans ce cas-là, on parlera du billing profile. Et puis, si on est sur des souscriptions, des abonnements individuels de type PSUgo, là encore, ce sera toutes les subscriptions qui ont été créées par un administrateur qui pourra du coup appliquer les réservations à l'échelle de ce shared scope, donc de tous les abonnements auxquels il est administrateur. On peut également dire qu'une réservation s'applique uniquement à un seul abonnement Azure particulier. Si vous avez un environnement assez simple avec par exemple un abonnement de Dev Test et un abonnement de prod, vous pouvez dire je vais simplement appliquer ma réservation, mes réservations à la production. Et on peut même aller jusqu'à cibler des réservations particulières et donc les cibler en ressources groupe. Là encore, mettons que vous ayez une ressource groupe qui contienne des applications métiers particulières. Les métiers veulent vraiment optimiser au maximum leurs coûts. Ils peuvent faire la demande effectivement de réservation. Il y a des ressources utilisées par leur applicatif et donc demander à ce que ces réservations ne s'appliquent que pour leurs ressources groupes. Donc, une fois qu'on a défini quel type de réservation on va faire, sur quelle étendue, sur quel scope elles vont s'appliquer, eh bien, il va rester faire la partie application. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, une réservation en fait, s'applique de manière automatique sur la ressource qui va matcher les attributs. Donc, par exemple, si vous se dites, je fais une réservation de machine de type standard D2S V3 par exemple, et que vous l'appliquez au niveau d'un abonnement Azure, eh bien toutes les machines qui seront créées, qui seront de type DS2V3, par rapport au nombre d'instances que vous aurez mis dans la réservation, si vous avez acheté une réservation, enfin 10 réservations, une réservation pour 10 machines virtuelles de type DS2V3, eh bien les 10 premières machines qui vont démarrer, en fait, vont recevoir automatiquement dans l'abonnement la tarification liée à la réservation. Voilà, donc ça c'est automatique, il n'y a pas à dire cette machine est associée à une réservation par exemple. Alors pour appliquer la réservation, là je vous ai parlé de scope ici et de billing context, il y a des abonnements qui sont éligibles ou pas à la réservation. Donc si on est sur de l'accord entreprise, les abonnements Azure qui sont éligibles à la notion de réservation sont les Enterprise Agreement et les Enterprise Agreement Dev and Test. Voilà. Si on est sur du MCA, tous les abonnements de type MCA sont éligibles. Les plans individuels de type PSUgo, on a le PSUgo ou le PSUgo Dev and Test. Et puis on a également les abonnements de type CSP, les Cloud Solution Provider. Vous remarquerez ici que certains types d'abonnements, dans lesquels par exemple Microsoft donne des crédits ou des abonnements de type MSDN par exemple, ne sont pas éligibles entre guillemets à pouvoir faire de la réservation. Donc il faut bien vérifier effectivement que les abonnements que vous utilisez sont des abonnements qui correspondent à ceux définis dans ce cadre ici. Les autres abonnements qui sont des abonnements un peu particuliers pour certains scénarios, là encore, ou certains usages, ne sont pas couverts par les réservations. Alors là encore, quand on va utiliser des réservations dans Azure, on pourra avoir des fois besoin de faire un peu de troubleshooting. Il existe des guides qui vont vous permettre effectivement de faire le dépannage en disant je ne comprends pas, j'ai acheté des réservations mais j'ai l'impression qu'elles ne sont pas utilisées, ou on me recommande des réservations mais je ne comprends pas par rapport à mon usage, ou je voudrais faire des réservations de certains gabarits de services ou de VM et je n'arrive pas à y accéder, ou alors j'arrive pas à comprendre le détail en fait de l'usage de mes réservations. Donc tout cela est bien documenté. Vous aurez le lien de cette mind map dans la description de la vidéo. Et donc partout vous avez ici un petit carré dans l'image, vous cliquez, ça vous amènera sur la documentation. Et maintenant on va continuer à se dire ok, comment je gère maintenant, comment je peux acheter des réservations dans Azure. Donc pour réserver des réservations, donc déjà qui peut le faire? Ça c'est la première importante, tout le monde ne peut pas faire des réservations. Et donc la personne qui va acheter les réservations doit effectivement avoir des propriétés de honneur sur la billing subscription ou être un contributeur en termes de billing. Donc ça c'est quand on va parler d'abonnement, d'accord entreprise ou de MCA. Donc là encore, important c'est de savoir qui est responsable de la facturation et donc ce sera à charge à lui de après soit déléguer des droits d'autres personnes, soit d'aller voir les billing contributeurs. Comment on va faire des réservations? Alors c'est relativement simple, on peut passer par le portail d'Azure. Et dans le portail d'Azure, en fait, si vous cherchez réservation, vous allez arriver sur une interface qui va vous permettre de choisir ce que vous voulez réserver. Donc ici, vous cherchez simplement réservation dans le moteur de recherche. Et ensuite, vous allez cliquer sur... alors,
purchase ou what. Si on fait purchase, on devrait arriver ici sur la liste de plein de services qu'on peut réserver, on les a vus tout à l'heure, hein. Donc les réserves instances avec les machines virtuelles, les bases de données managées, des services managés comme Arrow par exemple, les licences, on en a parlé tout à l'heure. Le support, j'en ai également parlé tout à l'heure. Donc vous voyez que la liste finalement est assez longue. Vous voyez qu'on peut même faire de la réservation, ça c'est nouveau, je le découvre en même temps que je fais la vidéo. On peut également faire des réservations sur des instances managées SQL serveurs qui sont déployées hors de Azure au travers de Arc. Donc on a pas mal d'options, j'ai envie de dire. Pas mal d'options, on sélectionne de quoi on a besoin. Et puis c'est là effectivement dans une réservation où on va pouvoir dire, eh bien cette réservation va s'appliquer, alors ça sera appliqué sur un scope, donc j'en ai parlé tout à l'heure, hein. Le scope ça peut être soit partagé avec tous les abonnements qui sont dans le Building Context, soit un management group, soit un abonnement Azure, soit un ressource group. Et puis ensuite effectivement on va choisir ici la billing subscription qui est associée à ça. Alors il faut que ce soit éligible, vous voyez que dans mon cas ici je suis non éligible pour des raisons que c'est un abonnement interne. Ensuite, on choisit effectivement, on va choisir effectivement la durée de vie de la réservation. On va choisir la région dans laquelle ça s'applique. Point important, une réservation s'applique à une région donnée, elle n'est pas globale. Donc quand vous dites je veux 10 séries de type DS2V3, ça s'appliquera à une région Azure donnée. Donc ça c'est un point important à retenir. Donc on peut le faire par portail, on peut le faire bien entendu par les lignes de commande. Donc en PowerShell, ce sera les lignes de commande de type AZ.réservation. Et quand on est en ligne de commande AZ, Azure CLI, eh bien ce sera simplement la commande AZ réservation. Et ensuite vous aurez plein de commandes qui seront associées derrière. Point important, comme dans tous les services d'Azure, on a des API, on a plein d'API. Et donc derrière les API, on va pouvoir avoir plein d'informations. Donc on peut avoir des résumés, par exemple, sur les réservations qu'on a déjà fait. Alors tout ça, bien entendu, on peut l'avoir dans le portail. On peut avoir des détails sur les réservations, les transactions derrière, tout listé. On peut avoir des recommandations. Alors même le portail et Advisor, Azure Advisor vont faire des recommandations. Mais c'est très intéressant de voir que ici, vous avez deux API, l'un qui est générique, réservation recommendation, et l'autre qui va détailler tout ça. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ces réservations elles sont contextualisées par rapport à votre usage. Votre usage, donc votre historique. Et donc, vous pouvez dire, j'aimerais, par rapport soit à mes 7 derniers jours, soit à mes 30 derniers jours, soit à mes 60 derniers jours de facturation, avoir des propositions de réservation à faire par rapport aux services que j'utilise et qui me permettraient effectivement d'optimiser tout ça. Donc si on regarde un exemple ici, par exemple, donc c'est une API RS tout à fait classique. On va faire un get derrière sur ce type d'API une fois qu'on sera effectivement qu'on sera authentifié. Donc vous voyez bien qu'on va dans le provider qui s'appelle Microsoft Conception, Reservation Recommendation. Et ensuite on va faire passer les paramètres dans l'URL. Donc les paramètres qu'on va pouvoir faire passer, c'est dans quelle région, sur quel scope, quels sont les termes qu'on veut avoir, etc. Et le retour de tout ça qu'on va avoir, ce sera, donc là on est sur une API REST, donc il va renvoyer du JSON. Et donc par exemple ici, on a quoi? On a une ressource de type machine virtuelle. Zoom un peu plus. Une ressource de type machine virtuelle, donc là c'est une standard DS14V2 dans telle région Azure. Et effectivement, le prix, le prix à la demande est de 1,48 $, alors que le prix en réservation devient de 0,70 $. Du coup, là encore, l'API va vous faire le calcul par rapport aux ressources que vous avez, dire dans votre cas, dans votre abonnement, on s'aperçoit que vous avez plein de machines virtuelles qui aujourd'hui coûtent 529 550 $. Donc un coût moyen par machine de 63 000. Enfin, un coût moyen, voilà. Et donc le coût de la réservation, on passerait ici d'un 52 000 à un 22 000. Et donc les économies, elles seraient de 24 000. Voilà. Donc là encore, vous avez tout le détail derrière. Mais vous voyez que c'est excessivement bien détaillé en fait les différentes options que vous pouvez avoir derrière. Donc là, la loopback période, c'est effectivement sur combien de temps, sur quel historique a été basé ces recommandations. Donc là, on est sur 60 jours. Et puis là, c'est la quantité d'instances réservées. Et là, vous avez effectivement une instance sur une réservation qui serait sur un an. Voilà. Et sur un scope qui serait partagé donc sur l'ensemble des abonnements de ce billing. Voilà.
Donc l'API est très, très puissante. Alors là encore, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à là au départ. Azure Advisor va vous faire des recommandations. S'il voit que vous avez des VM qui tournent 24/7 depuis 60 jours, il va normalement vous proposer des recommandations, vous dire cette VM-là, on pourrait l'optimiser avec une réservation. Ensuite, comme c'est des contrats, quand on va payer une réservation, donc je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais c'est pas, je le dirai après, une réservation, on peut la payer en upfront, soit on paye la totalité de combien ça coûterait sur la durée de la réservation d'un bloc avant en prépaiement, soit on choisit de dire la réservation, en fait, elle me coûte, je sais pas, 12 000 $ sur l'année, eh bien, plutôt que de payer d'un bloc 12 000 $, je vais lisser ça au nombre de mois sur ma réservation. Donc, sur une réservation de nombre, 12 mois, 12 000 divisé par 12, et on paierait donc un taux fixe par mois de 1 000 $, ce qui est un moyen de lisser effectivement les coûts. Néanmoins, d'avoir en plus quelque chose d'assez fixe qui, du point de vue comptable, peut être assez intéressant si vos comptables aiment bien prédire, entre guillemets, combien ils vont dépenser chaque mois. Ce sont des contrats, les réservations, qui vont expirer. Ce sont donc des contrats qu'il va falloir gérer. Et donc ces contrats qu'il va falloir gérer, il va falloir mettre en place également un process derrière pour dire, je sais que ce contrat, enfin cette réservation va se terminer à telle date. Il faut que je pense à la renouveler. Donc généralement, c'est plutôt des process qui sont entre guillemets manuels. Néanmoins, il est possible en fait de automatiser le renouvellement des réservations. J'aurais tendance à encourager ce genre de mécanique quand on est déjà très à l'aise et qu'on sait ce qu'on réserve et quel type de réservation. Parce que je le dis toujours, par exemple pour les gabarits de machines virtuelles, on ne doit pas être conservateur. Si vous avez choisi une DS2V2 il y a 3 ans, au bout de 3 ans, vous pouvez renouveler votre réservation et acheter par exemple une DS2 V5 ou une DS2 V3 ou une V4. Ça restera du 2 processeurs avec 7 ou 8 gigas de mémoire. Mais globalement, avec le temps, on a des nouveaux gabarits de VM qui arrivent. Et ces nouveaux gabarits de VM, en fait, économiquement, logiquement, il y a un rapport qualité-prix ou performance-prix qui doit être plus intéressant. Donc, c'est pas toujours intéressant d'être conservateur dans sa gestion des réservations. Donc on peut le faire de manière automatique, hein, c'est prévu. Et vous voyez que dans les interfaces ici, on prévoit la notion pour une réservation donnée de l'option de dire automatiquement quand on va arriver à expiration, renouvelle-moi tout ça. On va dire que le renouvellement automatique sur des réservations de 1 an, pourquoi pas, effectivement, ça me paraît tout à fait, ça peut être légitime et c'est pas très grave. Il n'y a pas une grosse différence entre guillemets d'une année à l'autre, entre guillemets, en termes de nouveaux gabarits et de prix très différents. Sur 3 ans, je ne suis pas sûr que j'encouragerais cette mécanique-là, mais néanmoins, sachez qu'elle existe. Voilà. Ensuite, les réservations, souvent, les gens ont peur d'en faire parce qu'ils ont peur de faire des bêtises et ils ont peur de trop s'engager. En fait, il faut savoir qu'on a des capacités d'annulation, des capacités de refunding. Donc, première chose, si on veut annuler une réservation, on peut le faire. Alors attention, le remboursement qui peut être fait derrière sera basé par rapport au prix le plus bas. Donc en gros, vous avez acheté la réservation à un prix donné, le prix des ressources dans le cloud peut évoluer. Et donc entre votre prix d'achat et le prix actuellement de la même réservation, peut-être que ce prix a baissé. Auquel cas, effectivement, vous serez remboursé sur le prix le moins cher. Alors là encore, il y a des périodes des fois où les réservations, à mon avis, sont une bonne option. Aujourd'hui, typiquement en fin 2022, on a actuellement cette crise en Europe sur la partie énergie et des coûts de l'énergie qui sont en train de grimper. On voit qu'il y a plein de fournisseurs, des hosters qui sont en train d'augmenter leurs prix parce que l'électricité commence à coûter plus cher. Pour l'instant, ça n'a pas encore été appliqué sur les hyperscalers de type Azure, AWS ou GCP, mais si la situation perdurait, on peut se douter effectivement que pour des régions qui sont situées par exemple en Europe, on pourrait, et là je suis tout à fait, enfin c'est hypothétique, mais ça paraît pas déconnant dans l'idée en tout cas, que les prix des ressources augmentent un petit peu parce que simplement l'énergie localement est plus chère pour les data centers localisés en Europe. Donc là encore, la réservation, c'est aussi un moyen de se faire une sorte de bouclier par rapport à cette montée de prix parce que on a entre guillemets prépayé un certain nombre de ressources, on s'est engagé sur une durée, et donc du coup le prix a déjà été déterminé et le paiement a déjà été déterminé. Donc c'est un moyen aussi de ne pas être soumis entre guillemets aux aléas externes non contrôlables qui peuvent avoir un impact sur les coûts.
Euh, et ça, c'est quelque chose qu'il n'y a que dans du cloud qu'on peut faire ça avec ce mécanisme de réservation. Parce que pour le coup, dans un data center à demeure, ben, on est soumis au prix, par exemple, de l'électricité. Donc voilà, tout ça pour dire que finalement, si le prix des réservations se met à augmenter, enfin le prix d'une ressource se met à augmenter, dans tous les cas, ou à baisser, dans tous les cas, c'est le prix le plus bas qui vous sera remboursé entre les deux. Point important, c'est qu'effectivement, on fait du refunding où on permet d'annuler une réservation. On ne charge pas aujourd'hui on n'applique pas de frais liés à l'annulation. Ça, c'est important. Néanmoins, on a documenté qu'un jour, peut-être, on pourrait appliquer jusqu'à 12% de frais d'annulation. Et c'est écrit dans la documentation, hein, voilà. Les refund policy, actuellement, nous ne chargeons pas de frais d'annulation de réservation. Dans le futur, ça pourrait être 12%. Dans tous les cas, j'ai fait les calculs et des collègues l'ont fait également. Même avec potentiellement des frais d'annulation de 12%, quand vous allez prendre des réservations, par exemple, sur des machines virtuelles, on s'aperçoit qu'on commence à gagner de l'argent en ayant réservé au bout en moyenne, 2 à 3 mois. Au bout de 2 à 3 mois, en fait, on commence déjà à gagner de l'argent par rapport du prix pay-as-you-go. Et ce, même en incluant les fameux 12%. Donc ça veut dire que, sauf si vous n'avez pas prévu de faire tourner plus de 3 mois vos environnements, vos machines virtuelles, la réservation devrait être presque le choix de facto. Et là encore, je le répète, une réservation sur un an, c'est pas quelque chose qui est vraiment engageant. Donc on peut annuler, ça c'est plutôt bien. Alors il y a quand même certains services qui ne sont pas annulables, à savoir ceux-ci qui sont les parties software dont je parlais tout à l'heure, et puis certains services liés en fait aussi à des fournisseurs externes comme Red Hat. Donc ces services-là ne sont pas éligibles à l'annulation et refunding. Dans tous les cas, la plupart des clients, ils sont déjà aujourd'hui sur simplement le mécanisme de réservation au niveau des instances et au niveau du stockage. Et de quelques services passent 100% Azure, donc on n'a pas de souci là-dessus. Point important sur la partie refunding et annulation, la somme totale des choses qu'on va annuler dans un billing scope, et ça c'est important, ne peut pas excéder 50 000 $ par an. Donc, 50 000 $ par an oui, sur effectivement une fenêtre roulante de 12 mois. Donc là encore, de ça on doit en retenir quoi? Et c'est là encore, c'est des choses qui sont écrites. On peut donc se faire rembourser des réservations, mais la totalité des réservations annulées ne doit pas excéder effectivement 50 000 $ sur une fenêtre glissante de 12 mois. Donc ça c'est important, ça veut dire que c'est pas parce que on peut annuler qu'on peut tout annuler et donc on peut prendre des gros engagements et les arrêter. Donc ça veut dire qu'également, du point de vue stratégie, parfois il est intéressant de ne pas faire des réservations qui vont dépasser un certain montant ou de faire des petits lots de réservation plutôt que des énormes lots. Annuler un énorme lot de réservation, vous dites bah, j'ai réservé, je dis n'importe quoi, 100 machines virtuelles dans une région donnée d'un gabarit donné, et puis en fait, ces 100 machines, ça représente, je dis n'importe quoi, 500 000 $. Et là, à ce moment-là, enfin, vous apercevez que vous êtes trompé, que vous n'avez pas réservé soit les bonnes tailles de machines virtuelles, soit enfin, les bonnes familles, soit la bonne région, bah là, c'est un peu embêtant. Donc là encore, il vaut mieux travailler avec des réservations, des petites réservations pas trop énormes, que de travailler avec une grosse, qui du coup sera moins facilement modulable. Voilà, ça c'est un point important. Alors on peut splitter également des réservations, donc ça pour le coup ça c'est bien, c'est qu'on peut prendre donc une réservation et dire bah, je la transforme en deux réservations. Il n'y aura pas derrière de nouvelles transactions commerciales, c'est juste qu'en fait les deux lots vont être séparés. Voilà. Ça c'est un moyen là encore après de un peu mieux gérer tout ça. Comment on va faire ça? Bon, on a différentes options là encore, hein. Alors, à ma connaissance, je ne crois pas que c'est dans le portail, mais on peut le faire par exemple en Azure CLI. Donc il y a une commande qui s'appelle Azure Reservation Split. On peut le faire en PowerShell. Donc là, ce sera Split Reservation. Voilà. Là, vous donnez votre ordre de réservation et vous en appelez une deuxième. On peut le faire également par API. Là encore, c'est assez classique. Donc voilà, ça c'est un mécanisme qui marche bien.
Dernière chose, si on a fait une grosse réservation, on a réservé un type de enfin un type de VM, une taille de VM bien particulière pour une région, on s'aperçoit en fait que c'était pas cette taille-là qu'ils voulaient. Au-delà de la partie refunding, on a également la partie échange. Donc l'échange en fait, c'est une sorte de, c'est géré en tout cas comme un refund et un repurchase. Et alors ce type de donc d'échange, donc passer d'une réservation qui n'était pas bonne, ils vont se dire ah non, je vais l'échanger contre une autre. Comme c'est considéré comme refunding, là encore, il faut rester dans les gabarits que j'ai donnés, c'est-à-dire les 50 000 $. Et point important, ce ne sera plus possible à partir du 1er janvier 2024. Ça, c'est un changement qui est annoncé lors du Ignite 2022, dans lequel effectivement on a annoncé les Azure Saving Plan. Si vous ne connaissez pas, allez voir la vidéo que j'ai fait sur le sujet. Et donc ça, ce sera plus possible à partir du 1er janvier 2024. Donc là, attention. Néanmoins, donc là, je parle bien des échanges. Les échanges, on peut quand même les faire sur des réservations similaires dans différentes régions. On peut les faire, donc changer les termes, passer d'un échange où j'avais un contrat de 1 an à un contrat de 3 ans. Et on ne peut pas le faire sur des réservations qui ne sont pas similaires. Dans le sens où vous ne pouvez pas dire j'ai acheté une série D, je la change et j'en fais une série. J'en fais par exemple de la SQL Database. Ça, c'est deux réservations qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Là encore, on ne peut pas faire un échange vers quelque chose qui coûterait moins cher et sur lequel du coup il y aurait échange et remboursement. Donc quand on échange, on doit au moins être supérieur ou égal à la valeur de la réservation qu'on a fait. Pas de pénalité à faire des échanges. Donc l'échange en tant que tel, avec effectivement cette mécanique de je rembourse et je réachète, effectivement on ne pourra plus le faire à partir du 1er janvier 2024. Par contre, il existe une chose qui va demeurer, c'est ce qu'on appelle au niveau des gabarits de machines virtuelles les flexible VM instances. Et là, l'idée, en fait, c'est de pouvoir changer au sein d'une même machine, d'une même famille des détails. Donc là, par exemple, ici, je fais une réservation. Donc dans les propriétés de ma réservation, je vais dire j'active la Instance Size Flexibility qui me permet effectivement d'avoir un discount, mais pas sur une taille, un gabarit particulier de VM, mais sur plusieurs types de VM qui sont dans une même famille. Donc là, il faut qu'elles soient assez similaires. Mais là, vous voyez par exemple ici, dans ma réservation, je vais pouvoir couvrir à la fois des B2S, des B1S et des B1LS. Voilà. Et du coup, comment ça va fonctionner cette mécanique-là? C'est assez simple, il y a une table de conversion qui est basiquement un fichier Excel, un CSV qu'on va regarder. Voilà, je vais l'ouvrir. Et donc en fait, ce fichier, voilà, on va ouvrir ça en grand, et on a un ratio. Voilà. Donc par exemple ici, j'ai, alors je pourrais prendre l'exemple de ma machine virtuelle parce que c'était ce que j'avais tout à l'heure. Si j'ai acheté des séries, une réservation sur du BS, des BS Series, eh bien globalement, j'ai ce taux de conversion, c'est-à-dire que je vais pouvoir avoir dans cette réservation la couverture de 3 tailles, de 3 gabarits de VM, ces 3-là, et le taux de conversion, donc si on achète l'équivalent d'une instance B2S en réservation, donc on va avoir un ratio de 8, un nombre de 8, voilà. Et donc je peux transformer ça en 4 B1S ou en 8 B1LS. Donc là, après, il y a un tableau derrière qui va vous permettre de faire ça. Donc, vous remarquerez que du coup, les capacités flexibles de changement vont dépendre des tailles de VM, des services, et c'est pas sur l'ensemble de la taille complète. Par exemple, ici, on a les DS Series, on va avoir des flexibility size possibles entre ces quatre-là. Ça, c'en est une autre, flexibility size. Mais là, on est sur des machines qui sont toujours dans la famille DS, mais qui sont beaucoup plus grandes. Donc là, c'est important de bien connaître ce tableau et de bien savoir ce qu'on peut échanger, ce qui est échangeable et ce qui est flexible. Voilà. Donc ça, c'est des options intéressantes. Ça marche également pour les services managés. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait, par exemple, les services managés de la roue, Azure Data OpenShift, en réservable. Et bien là encore, dans les puissances des worker nodes qui sont utilisés dans le cluster, on peut également avoir dans une même réservation le support de 4 tailles de VM avec des capacités d'échange entre elles. Voilà. Ce qu'on appelle du coup les Instance Size Flexibility. Donc cette partie-là va demeurer même après le 1er janvier 2024. Donc ce sera cette capacité-là d'échange au sein d'une même réservation
sera toujours possible. Et donc effectivement, ça vous permettra d'optimiser la taille en fonction de vos besoins en ayant une seule réservation derrière. Voilà. Que dire de plus? Eh bien, pas grand-chose, c'est déjà pas mal. On a fait, je pense, un bon tour des réservations. Donc les réservations, j'ai pas parlé d'argent, parce que ça dépend après des services, mais sur les machines virtuelles, typiquement, on va pouvoir aller généralement, souvent, la première année, une réservation sur un an, on va avoir des optimisations entre 40 et 55%, donc en réduction de prix. Si on est sur 3 ans, on peut aller jusqu'à 65% de réduction du prix. Donc ça, c'est plutôt super intéressant. Sur d'autres ressources, comme les disques managés, qui vont s'appliquer au passage sur les disques managés Premium SSD d'une taille supérieure à 1 Tera, là, les optimisations sont plus faibles, elles sont de l'ordre de 5% à peu près. Mais là encore, il n'y a pas de mal, entre guillemets, à optimiser sa facture, même 5% à l'échelle d'une organisation qui a beaucoup, beaucoup de SSD, et j'en connais, il y a moyen d'optimiser. Souvent, les réservations font peur. Ils font peur par cette notion d'engagement. Donc, comme j'espère en tout cas l'avoir bien expliqué, mais l'engagement qu'il y a sur ces et pas un engagement qui est toujours ultra fort. Il faut savoir bien connaître les règles du jeu, pas chercher au départ à faire des grosses réservations, mais déjà commencer à éprouver les mécanismes et leurs gains en jouant sur des réservations de 1 an. Et puis plus on devient mature sur le sujet des réservations, plus on peut aller sur de l'optimisation forte avec du 3 ans. Là encore, avoir une projection sur la stratégie de votre système d'information et de ce qui va rester d'ici 3 ans peut vous aider également à optimiser derrière. En tout cas, la réservation devrait être obligatoire aujourd'hui. Si on regarde les chiffres de la FinOps Foundation, globalement, les entreprises qui commencent à faire du FinOps ou qui sont moyennement matures ou très matures font toutes de la réservation. Ce qui va changer entre ces différents niveaux de maturité, finalement, c'est le pourcentage de ressources qui sont réservées à l'intérieur. Donc on va aller en gros de 60% jusqu'à 80%. C'est très difficile de toute façon de couvrir 100%, ça n'a même pas forcément de sens. Et du coup, il va falloir après combiner les réservations avec des fois d'autres vecteurs d'optimisation comme les Azure Saving Plan ou les Azure Spot qui font l'objet d'autres vidéos que je vous encourage à aller voir et dans lesquelles j'ai détaillé tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que ça vous fera également économiser de l'argent. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir. Et merci et à bientôt pour d'autres vidéos.